9h10 et quelques secondes en direct de Tel Aviv. Merci de nous rejoindre sur le journal du matin 10-24. On va ouvrir ensemble une page éco avec les places boursières de la planète qui ont lourdement chuté hier, prises dans la spirale baissière des cours du pétrole et toujours inquiètes de la santé de l'économie mondiale. Les prix du pétrole se sont à nouveau effondrés de près de 7% à New York, s'enfonçant encore davantage sous les $30. Laurent Hatchwell, bonjour. Bonjour Nathalie. C'est grave, docteur, cette situation dans les bourses du monde? C'est une baisse de 20% depuis les plus hauts sur l'ensemble des bourses mondiales. On a touché $27 sur le pétrole cette nuit. Pour l'instant, on va dire que ça va, c'est une correction. On attend Mario Draghi, le président de la commission de la Banque Centrale Européenne, qui va parler aujourd'hui. Il faut que cette baisse s'arrête, parce que sinon, ça voudrait dire que, vous savez, on dit que les places boursières sont un indicateur avancé de l'économie. Ça pourrait dire que ça pourrait annoncer une faiblesse de l'économie mondiale dans les prochains mois, donc une baisse de la consommation et une baisse des résultats des entreprises. Alors justement, on parle de consommation, on va parler soldes également, quelques chiffres, Julien Baloul, sur les soldes qui se terminent en février. On fait le point aujourd'hui. Alors on va faire le point d'abord de la deuxième semaine de ce solde d'hiver. Regardez ce premier chiffre qui est plutôt encourageant, puisque 65,5% des Français ont réalisé des achats pendant cette deuxième semaine des soldes. Alors les résultats, voilà, on voit le chiffre à l'écran. Les résultats, en fait, Nathalie, sont assez contrastés région par région, parce que par exemple, sur la région Île-de-France, on estime qu'il y a un rattrapage par rapport à 2015, mais ça reste en deçà de 2014. Regardez maintenant, d'un point de vue quantitatif, combien est-ce qu'ils ont dépensé? Eh bien, regardez, 128,24 € dépensés par Français. C'est une baisse de 7,5% par rapport à l'an dernier. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie française. Et alors, ce qui tire un peu la vedette dans cette affaire, c'est le e-commerce. Les Français sont fans du e-commerce. Regardez le nombre d'achats réalisés sur Internet, 41,6% des Français ont acheté sur Internet, pas d'euros dépensés, 41,6% des acheteurs, soit 3,8 points de plus qu'en 2015. Est-ce que ça en dit long, Laurent, les dépenses qu'on fait lors des soldes sur le moral des Français et sur l'économie finalement? Déjà, je constate que ce 128 €, c'est 6 € de moins que le panier moyen de la ménagère dont on parlait hier. Les soldes, c'est un moment important. Comme l'a dit Julien, près de 25 millions de Français ont acheté sur Internet. C'est un moment important parce que ça montre un peu la robustesse de la consommation. Cette année, c'est un peu moins bien à cause notamment du terrorisme, peut-être aussi à cause de l'économie, un peu moins de sous pour les foyers en général. C'est un moment important de l'économie. On a vu Emmanuel Macron qui s'est déplacé dans les magasins pour faire la promotion de ses soldes. Oui, c'est important. Le Black Friday aux États-Unis, aussi en Chine, les soldes en France, c'est un indicateur d'une petite faiblesse de l'économie française. J'hésitais à mettre des vidéos d'ailleurs de personnes hystériques qui entraient dans les magasins, mais c'est trop américain, donc je ne l'ai pas fait. Les Français sont un peu plus disciplinés. Et notez que ce qui a le plus marché, ce sont finalement les grosses remises, parce qu'on est après Noël, le budget des Français est assez en baisse, donc ce qui a fonctionné, ce sont les grosses remises. C'est là que les Français se sont rabattus. Un mot également, Julien, sur ces arnaques à éviter, ces pratiques frauduleuses en tout cas, des commerçants pendant les soldes. Alors il y en a plusieurs, j'en ai sélectionné 3. C'est vrai que les commerçants sont assez familiers avec elles. Par exemple, ils ont tendance à gonfler les prix avant les démarques pour donner l'impression qu'il y a une réelle réduction sur les prix. En fait, il faut, pour vérifier ça, l'acheteur peut demander à vérifier le prix dans les 30 derniers jours. Bon, évidemment, ça va mal arriver dans un magasin et dire, vous pouvez me montrer s'il vous plaît le prix il y a 30 jours pour comparer. Il y a beaucoup de réductions qui sont annoncées en vitrine qui ne sont pas pratiquées en magasin. Notez que la publicité mensongère est punie par la loi et sévèrement. Et enfin, l'utilisation du mot solde peut être frauduleuse. Le mot solde ne peut être utilisé qu'à certaines périodes de l'année. C'est encadré par la loi. Il y a certaines dérogations pour les régions frontalières et pour les départements d'outre-mer. Mais voilà, le mot solde ne peut pas être utilisé n'importe quand. Laurent, c'est très réglementé. Oui, je vous en prie. Oui, alors il y a aussi quelque chose qui s'est développé. On parlait des améliorations, des révolutions numériques. C'est le e-réservation. C'est-à-dire que la réservation de vous allez dans un magasin, vous voyez quelque chose qui vous plaît. Le jour des soldes, vous faites une e-réservation. Donc il y a 70 magasins qui ont joué le jeu cette année. C'est peut-être l'avenir de la consommation. C'est pour éviter de faire la queue, de se battre et pour être sûr d'avoir l'objet tant convoité. Ça va être compliqué à mettre en œuvre quand même sur place parce que j'imagine les non, c'est pas les serveurs internet. C'est pas si compliqué, surtout pour les grandes enseignes. C'est quelque chose qui va être développé dans les prochaines années.
on suit le fil conducteur de cette révolution numérique qui améliore notre manière de consommer. Cette quatrième révolution industrielle dont on Exactement. parle en ce On verra moment plus même de à bataille à Davos. l'entrée des magasins. Dommage. Messieurs, on passe à présent à l'essentiel de l'actu internationale en bref et en images. Le 21 janvier 2006 débutait le calvaire d'Ilan Halimi, torturé à mort par le gang des barbares. 10 ans après, la blessure reste vive dans la communauté juive face à ce crime qui aurait dû alerter la société sur un antisémitisme qui tue. Comment intensifier la campagne militaire menée contre Daesh qui recule en Irak et en Syrie mais qui conserve une puissante force de frappe et d'attraction? C'est la question inscrite à l'ordre du jour de la coalition menée par les États-Unis qui s'est réunie hier à Paris. Et puis elle serait la 5e plus grosse planète du système solaire. Reste qu'à ce jour, personne n'a encore pu l'observer. Des chercheurs américains de l'Institut technologique de Californie ont découvert des indications selon lesquelles une 9e planète très grosse existerait dans notre système solaire. Elle est nichée à l'abri des regards cachés derrière des immeubles du campus de l'université du Michigan à Ann Arbor, dans le nord des États-Unis. M-City est une ville fantôme créée de toutes pièces pour tester les voitures du futur. C'est ici qu'on teste les voitures du futur. La ville artificielle de M-City dans le Michigan permet aux constructeurs de tester les derniers modèles de voitures sans conducteur. Autoroute à 4 voies, ronds-points, voies de chemin de fer. Tout est fait pour imiter au plus près les conditions réelles de circulation. Ici, on teste des scénarios difficiles en toute sécurité. Quand vous cherchez à tester si oui ou non votre système va détecter un piéton ou un cycliste, vous ne voulez pas mettre en danger de vraies personnes et vous ne pouvez pas le faire de façon répétée. Ford fait partie des entreprises qui utilisent M-City pour tester leurs voitures. Ici, par temps de neige. Une météo particulièrement délicate pour les capteurs laser, essentiels aux voitures pour recréer en images leur environnement. Notre voiture ne se contente pas de sonder la surface de la route pour se repérer. Nous construisons par avance une carte en 3D de l'environnement et si en repassant la surface est illisible, nos algorithmes utilisent les repères au-dessus du sol afin de savoir où nous sommes. M-City permet aux constructeurs automobiles de tester leurs voitures jour et nuit dans différents scénarios, avec un exercice particulièrement redouté, le rond-point. L'un des passages difficiles de M-City, c'est le rond-point. Aux États-Unis, ils ne sont pas si fréquents. Ils commencent à voir le jour, mais honnêtement, les Américains ne savent pas vraiment les aborder. Et ils sont également très compliqués à négocier pour les voitures autonomes. Une douzaine de constructeurs utilisent aujourd'hui les 13 hectares de M-City, mais selon certains experts, il faudra encore une vingtaine d'années pour que le grand public puisse s'offrir des voitures autonomes. Et voilà, même les voitures sont autonomes aujourd'hui. Allez, on prend la direction des États-Unis, en tout cas on y reste. On prend la direction de New York, on y rejoint David Benaïm. Alors David, c'est la première fois en 15 ans qu'un président américain se rend au salon de l'automobile de Détroit. Pourquoi ? D'abord, le dernier président à s'y rendre, et c'est fort pour un président de se rendre à Détroit, une ville ignorée pendant des années par les politiques. Le taux de criminalité, le taux de pauvreté est bien plus élevé que dans le reste du pays et de nombreux quartiers ont été délaissés, des écoles délabrées, laissées à l'abandon, une véritable ville fantôme. Mais le travail d'Obama depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche, il y a 7 ans, jour pour jour, a prouvé qu'il était possible de rebondir. Le chômage y a été réduit de moitié et c'est largement dû à la sauvegarde de l'industrie automobile, le nerf économique de la région. Alors quel a été le véritable impact de la politique de Barack Obama pour l'industrie automobile justement ? En 2009, au moment où Obama devient président, General Motors et Chrysler sont au bord du gouffre, prêts à déposer le bilan. Et c'est toute l'industrie parallèle qui est menacée. Les fabricants de sièges, de cuir, fournisseurs de métaux. Le groupe Ford est également en danger. Obama décide d'inculquer 80 milliards de dollars pour renflouer les caisses des constructeurs.
en échange d'une refonte totale du processus de construction des véhicules. Le résultat, les 3 groupes ont été sauvés de la faillite, 640 000 emplois créés et un taux de vente historique en 2015 pour l'ensemble de l'industrie automobile américaine. Cette opération est le véritable porte-drapeau de la réussite de la politique économique d'Obama sur l'ensemble de sa présidence. Alors après la Louisiane, le Nebraska la semaine dernière, Obama, on le voit, il multiplie ses voyages à la rencontre des Américains. C'est quoi son objectif ? Barack Obama est reparti en campagne. C'est un président débridé qui parcourt le pays avec un objectif clair, défendre ses accomplissements et ancrer son héritage pour les années à venir. D'après toutes les statistiques disponibles, son bilan est le meilleur jamais enregistré depuis la fin des années 50. Baisse du chômage, création de l'assurance santé universelle pour tous, un prix de l'essence à la pompe plus bas. Sauf que dans l'état d'esprit des Américains et dans celle de l'opposition républicaine, bien sûr, l'économie est au plus mal. Le sentiment général n'est pas consistant avec la réalité économique du pays. Obama est en campagne d'optimisme et il entend bien quitter la Maison-Blanche avec la reconnaissance du bilan du travail accompli. Et les candidats démocrates comptent bien capitaliser sur cet enthousiasme pour conserver la Maison-Blanche et récupérer le Congrès. Et voilà, haut les cœurs pour le président américain. Merci David. Laurent, vous souhaitiez moduler quelque peu le propos de David. Donc. Non, il a bien expliqué. Il faut savoir que Détroit est une ville qui a perdu près de 35% de sa population. Donc, et Obama, c'est un élu à la base de la ville de Chicago. Donc, il est attaché à cette région du Michigan et c'est symbolique pour lui de rendre là-bas. Il y a un paradoxe américain dans ce salon de l'automobile qui se trouve à Détroit, qui se tient à Détroit. C'est que Obama vient vendre la green voitures, les voitures propres, les voitures autonomes, écologiques. Et le consommateur, l'américain moyen, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut acheter un gros 4x4. On voit les ventes de 4x4 et de Jeep qui n'arrêtent pas d'augmenter aux États-Unis, qui sont au top du nombre de ventes. Alors c'est ça, David, c'est un peu paradoxal. On a toujours cette image de l'Américain qui voyage dans sa grosse Jeep et qui parcourt des centaines de kilomètres. Mais là, Barack Obama, lui, il veut lancer un tout autre message. Ça, en effet, c'est le vrai paradoxe, mais c'est aussi la solution que Jeep, Cherokee, Lincoln apportent. Ils apportent des gros 4x4, des gros cylindrés, avec une modification écologique, une consommation beaucoup moindre que des années auparavant. Donc ils essayent de faire un compromis entre les deux. Ça va prendre du temps dans les mentalités, mais on y arrive en tout cas. Ça prend du temps, mais c'est l'objectif. Je compte plus sur des entreprises comme Google qui sont en train de faire des recherches que sur les typiques industries automobiles, producteurs américains qui n'ont pas trop intérêt à changer. Des entreprises comme Google font des recherches pour mettre en place ces voitures autonomes. La révolution numérique, on continue d'en parler. Je pense que ça va s'étendre à plusieurs domaines, notamment le secteur de l'automobile. Merci Laurent, David également. Alors je ne sais pas si vous êtes fan, Laurent, de golf. En tout cas, vous allez voir celui qui se veut sur les traces de Tiger Woods. Dernière controverse en date, celle qui oppose l'Allemagne et l'Autriche. Résultat, des centaines de réfugiés sont coincés à la frontière entre deux pays. Regardez. Ça ne ressemble pas au swing d'un gamin de 11 ans. Mais ça fait déjà 5 ans que Shubham Jaglan a découvert le golf au fin fond de la campagne indienne. Et pour l'aider à réaliser son rêve de devenir professionnel, sa famille s'est sacrifiée. Elle a quitté son village pour s'installer à Delhi. S'il y avait de meilleures infrastructures là-bas, je pense que j'y resterai. Parce que c'est ma ville d'origine où je peux être avec mes amis et garder les pieds sur terre. Sa passion a commencé lorsqu'une académie de golf a ouvert dans son village. Mais en Inde, ce sport reste réservé aux plus fortunés et l'établissement ferme après quelques mois. Shubham, lui, continue à participer à des tournois locaux où l'une des meilleures golfeuses indiennes le repère. Elle entraîne désormais tous les jours. Est-ce qu'au final, il va devenir le joueur qu'on espère ? Vous savez, beaucoup de choses peuvent mal tourner entre-temps. Donc notre travail, c'est de le maintenir sur la bonne voie, de s'assurer qu'il reste concentré, qu'il travaille dur, qu'il soit motivé. Et si Dieu le veut, ça marchera. Et alors, qui sait, peut-être que c'est la naissance d'une star. Son père, ancien vendeur de lait, fait aujourd'hui office de caddie. La star en herbe a de nombreux soutiens. Une association caritative aide à financer un petit appartement près du prestigieux club de golf où il peut s'entraîner gratuitement. Ses parents sont évidemment ses premiers sponsors. Quand l'académie a fermé, on a recréé un parcours de golf à la maison. Et on a répandu du sable sur la terrasse pour qu'il puisse s'entraîner. Des efforts payants. En 2015, Shubham a remporté 2 tournois juniors aux États-Unis et a fini 6e lors d'une compétition mondiale pour jeunes.
Je veux continuer à bien jouer, comme maintenant, et à bien représenter l'Inde. Un championnat que j'aimerais vraiment remporter serait, je pense, les Masters, ou bien l'Open d'Écosse, parce qu'il est réputé pour être très difficile. Un parcours à la Tiger Woods dont rêvent beaucoup de jeunes golfeurs. Premier objectif essentiel et plus réaliste pour Shubham, décrocher une bourse pour aller étudier et s'entraîner aux États-Unis. Voilà, vous l'aurez compris, on n'a pas parlé des migrants à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne, mais bien évidemment de ce jeune petit Indien sur les traces de Tiger Woods. Et dans quelques instants, juste après un nouveau point sur l'actu, on s'intéressera aux Yes Men. Ces activistes américains bien connus ont présenté très sérieusement devant des journalistes et des députés européens une sorte de déguisement de sumo à enfiler en cas d'attaque, boule de survie pour attaque terroriste, le canular qui moque la psychose sécuritaire. On en parle dans quelques instants, juste après le journal de Daniel Atlan. À tout de suite.